Sans plus tarder, nous allons aller avec la députée indépendante, Madame la députée de Marie-Victorin. Vous aussi, vous avez 8 minutes 17 secondes. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. À mon tour de saluer l'ensemble des collègues et également toute l'équipe du cabinet, l'équipe ministérielle, parce que, bon, on est tous conscients qu'on est dans une situation inédite et donc il a fallu beaucoup de travail, je pense, pour en arriver au plan que vous avez mis à jour la semaine dernière. Puis je pense que déjà, vous avez répondu à certaines interrogations. Malgré tout, on est tous conscients aussi qu'il y a beaucoup d'angles morts dans un plan comme ça, nécessairement. Puis j'ai fait l'exercice en fin de semaine, j'ai lancé la question sur les réseaux sociaux, puis en seulement quelques heures, j'ai reçu près de 500 questions. Donc, je suis certaine qu'on aura l'occasion d'en discuter dans les minutes qui vont suivre. Par contre, j'aimerais profiter d'abord de la présence de la SQI avec nous pour quelques questions d'entrée de jeu. D'abord, sur la question des rénovations d'écoles. On sait qu'il y avait beaucoup de projets en cours là, avant d'être frappés par la COVID et à la lueur des récents événements, par exemple à Montréal cette semaine, on a vu qu'il y avait certaines écoles pour lesquelles c'était assez pressant. J'en ai quelques-unes dans ma circonscription aussi. Et dans le cahier des renseignements particuliers, en fait, on mentionne que les annonces qui devaient être faites à la suite du dépôt là, du PQI 2020-2030, en fait, les nouvelles sommes, que les projets qui étaient retenus allaient être connus à l'été 2020. Donc, je voulais savoir si le ministre pouvait nous confirmer que ces sommes seront bien et bien annoncées avant le 21 septembre de cette année. Monsieur le ministre. Oui, Madame la Présidente. Donc, d'abord, je salue ma collègue et ensuite, oui, bien sûr, donc c'est dans les prochains jours, prochaines semaines là, que les annonces au PQI, Plan québécois des infrastructures, pour 2020-2030 et donc les projets retenus seront annoncés, seront rendus publics très bientôt. D'entendre ça pour pouvoir débuter aussi leur planification en cette matière. Pour revenir avec la rentrée scolaire puis tout le contexte de la COVID que nous connaissons, il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à la ventilation dans les écoles, parce qu'on se rappelle tous que avec les éclosions dans les CHSLD dans les derniers mois, il y a certaines enquêtes qui ont en tout cas mené à croire que la ventilation pouvait être responsable dans certains cas. Puis on sait à quel point certaines de nos écoles aussi ont des problèmes là, de vétusté. Donc, est-ce qu'il y a un budget spécial qui sera attribué pour ça? En fait, je me questionne à savoir pourquoi il n'y a pas nécessairement eu d'intervention durant l'été à cet effet-là, parce que, bon, là, les profs commencent à retourner à l'école, voient qu'il n'y a pas nécessairement eu de travaux durant l'été, se font dire qu'ils n'ont pas le droit d'amener un ventilateur personnel de la maison. On sait qu'il fait chaud parfois dans les écoles du Québec au mois de septembre. Ce n'est pas toutes les écoles qui sont dotées d'air climatisé. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été prévu à ce niveau-là? Je sais qu'en Ontario, ça a été le cas, mais ici au Québec, a-t-on prévu quelque chose? Monsieur le ministre. Oui. Donc, c'est une bonne question parce que beaucoup de gens se posent cette question. Juste préciser que la CNSST recommande évidemment d'assurer le bon fonctionnement et l'entretien des systèmes de ventilation, d'augmenter la part d'air frais quand on est capable, d'ouvrir les fenêtres. C'est une bonne idée. Cependant, ce que nous disent l'Institut national de santé publique, c'est ce qu'on doit faire, c'est un entretien régulier, s'assurer évidemment que les filtres sont changés quand c'est le temps de les changer, mais il n'est pas prescrit de dire, bien là, il faut absolument décontaminer parce qu'on présumerait que ce serait contaminé. Dans le cas de la COVID, ce qu'on doit faire, c'est un bon entretien de nos systèmes de ventilation, comme on doit toujours le faire. Il n'y a jamais une bonne raison de mal entretenir nos systèmes de ventilation. On a donné cette année, dans le PQI de l'an passé, donc les travaux pour cette année, plus de 2,3 milliards disponibles sur 3 ans pour faire l'entretien de nos écoles. L'argent ne manque pas pour que nos écoles soient bien entretenues, y compris l'entretien régulier des systèmes de ventilation. Donc, l'argent est là et à cet égard, on va faire un rappel très, très bientôt à nos centres de services de l'importance, évidemment, d'entretenir toutes les écoles, mais aussi de faire l'entretien régulier du système de ventilation, y compris changement des filtres et tout ça. C'est ce que j'allais vous demander. En fait, est-ce qu'il y a un suivi qui a été fait avec les centres de services cet été pour s'assurer justement que les travaux, lorsque nécessaire, là, allaient bon train, surtout dans un contexte de rentrée en contexte de pandémie, là, carrément? Nos sous-ministres aux infrastructures font un suivi de tous les travaux qui se passent dans les écoles.
comme je vous dis, l'argent est là, tout le monde est bien au courant de ça, et un rappel pour être bien certain que les travaux soient faits sera fait dans les prochains jours. Très bien, merci beaucoup. En ce qui concerne l'annonce de ce matin, donc le 20 millions de dollars supplémentaires, on comprend que ce n'est pas nécessairement des embauches de professionnels, que c'est surtout, on pense, une bonification d'heures en raison d'une pénurie de ressources spécialisées. Mais je me demandais de quelle façon allaient être ventilées ces nouvelles ressources, en fait. Est-ce qu'on peut penser que c'est de façon proportionnelle à ce qui est fait habituellement, par exemple, pour aller plus droit au but, les milieux défavorisés vont-ils recevoir davantage d'argent de la part de cette enveloppe budgétaire particulière? La répartition va se faire à travers les centres de services. Les centres de services vont envoyer l'argent aux écoles via le le comité de répartition des ressources. Il appartiendra ensuite à chaque équipe école, en tenant compte de ce qui se passe avec le comité de parents, de ce qui se passe au conseil d'établissement, puis aussi, évidemment, l'évaluation des besoins que les enseignants vont faire dans les premières semaines. Ils vont peut-être constater que dans certains groupes ou dans certaines écoles, mais mon Dieu, ça va plutôt bien. Puis à d'autres égards, c'est très inquiétant. Le retard est plus grand que ce qu'on pensait. Puis il faut une flexibilité pour être capable d'agir de manière très, très précise. Donc, on évite vraiment le mur à mur avec cette mesure-là. Puis on laisse les gens qui sont sur le terrain regarder à quel poste budgétaire cet argent-là va être alloué. Je précise quelque chose. C'est dédié à la réussite, à l'accompagnement, au rattrapage. Ce ne sera pas de l'argent qu'on va utiliser, supposons, pour acheter des masques, même si c'est bien pratique et utile, ou du Purel. Okay. Député, il vous reste 1 minute 30 dans votre plaque d'échange. Donc, de ce que je comprends, l'argent va d'abord être attribué au centre de services qui ensuite vont décider à quelle école ils envoient l'argent ou ce sera séparé de manière égale à toutes les écoles? De pondération qui permettent évidemment de ne pas envoyer pareil une grosse école de 1200 élèves versus une petite école de région. Et ça passe par un comité qui s'appelle le comité de répartition des ressources, justement, sur lequel siègent les directions d'école qui sont bien conscientes des indices de milieux défavorisés, de la taille des écoles, donc grande école, petite école, milieu qui a plus grand besoin, milieu qui a des plus petits besoins. On va faire ça correctement et non pas simplement diviser l'argent par le nombre d'écoles. Parfait, merci beaucoup. Peut-être dernière question pour ce bloc-ci. J'ai parlé tantôt de pénurie de personnel. On sait que l'année dernière, quand il y a eu la rentrée scolaire, malheureusement, il y a beaucoup de classes où il n'y avait même pas d'enseignants titulaires, en fait. Donc, je me demandais quelle était la situation cette année pour la rentrée. Savez-vous précisément combien de postes d'enseignants sont toujours à combler là, pour la rentrée scolaire? Monsieur le ministre. Oui, d'abord un portrait pour l'an passé. Précédemment, là, jamais les gouvernements faisaient ce genre d'études pour savoir ce qui se passe, mais bon, on a posé la question pour la première fois. On a vu que l'an passé, au début, en fait, au 1er septembre, il nous manquait grosso modo 350 enseignants. C'est beaucoup quand c'est évidemment 350. C'est relatif sur à peu près 110 000 enseignants, également 350 sur 110 000, mais quand même 350 classes, quand on les visualise, c'est beaucoup. Un mois plus tard, au 30 septembre, on avait réussi à combler, il en manquait seulement 135. Merci, Madame la Présidente. Pour faire suite à mon intervention précédente, j'ai beaucoup de questions pratico-pratiques en lien avec le plan de la rentrée, des questions qui viennent de parents, d'enseignants, des gens qui gravitent dans le milieu scolaire, même d'élèves. Tout à l'heure, je vous ai demandé combien de postes d'enseignants étaient toujours à combler là, pour la rentrée scolaire. On apprend tous les jours des nouveaux professeurs qui partent, par exemple, en retraite anticipée, comme il a fait référence ma collègue de Saint-Laurent, par exemple, chez nous au centre de service Marie-Victorin. Alors, avez-vous le nombre précis pour cette année? Monsieur le ministre. Oui, bien, justement, pour Marie-Victorin, on a vérifié. À l'année 2018-2019, il y a eu 79 départs à la retraite. Cette année, on nous dit qu'il y en a 67. Donc, ce n'est pas anormal que dans un grand centre de service, enfin, il n'est pas si grand en termes de kilomètres, mais qui est très populeux, il y ait autant de retraites. On voit, en fait, cette année, il y en a moins que l'an dernier. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire que c'est pas grave si on a un enjeu de personnel, puis s'il nous manque 1 ou 2 professeurs. Je veux juste dire que
le centre de service est habitué de gérer ce type de prise de retraite à chaque année. Il y en a moins cette année que l'an passé, donc c'est pas alarmant, là. C'est pas alarmant, mais dans le contexte de la COVID, dans le contexte où on a vraiment besoin de gens, c'est important d'avoir le maximum à la rentrée. Mais vous n'avez pas répondu aux chiffres précis d'enseignants au Québec qui sont à combler toujours pour la rentrée qui va se faire dans 2 semaines ou encore moins. Monsieur le ministre. On ne peut pas avoir cette information-là parce que les centres de services scolaires, ils n'ont pas encore eux-mêmes. Ils sont en train de faire leur affectation, leur premier tour, leur second tour, sont en train d'embaucher les nouveaux enseignants. Vous savez qu'à chaque année, grosso modo, il y a à peu près 3000 nouveaux enseignants qui sortent de nos facultés, 3000 diplômés. Et, bon an, mal an, voyez-vous, on a entre 1500 et 2000 départs à la retraite. Donc, dans les dernières années, là, 1500, 1600, 2000 départs à la retraite, à peu près 3000 diplômés par année. Donc, normalement, on est un petit peu en équilibre, mais arrive toutes sortes d'autres points. Évidemment, il y a des gens qui prennent un congé de maternité, il arrive toutes sortes de choses. Donc, je ne prétends pas qu'on est en surplus, mais il ne faut pas penser qu'à chaque année, ça s'empire. Quand même, il y a de l'espoir, on a suffisamment de diplômés, et il y en aura davantage parce que depuis qu'on est là, il y a de l'espoir qui est revenu dans le réseau, et les admissions dans les facultés de sciences d'éducation sont en progression. Donc, il y a de l'espoir qui se rend, puis les gens veulent travailler dans notre réseau public. Merci. Madame la députée. Je comprends qu'on n'a pas les chiffres précis, mais j'imagine qu'on a des évaluations. Par exemple, en conférence de presse la semaine dernière, vous avez répondu, je pense, à une question d'un journaliste en disant que toute la portion enseignement à distance pour les élèves qui ne pourront pas se rendre à l'école parce qu'ils ont des conditions médicales, que ce soit personnelles ou familiales, qui les empêchent de retourner, ces tâches-là seront probablement prises, en fond, par des professeurs qui, eux non plus, ne pourraient pas revenir à l'école. Moi, comme députée, j'ai la préoccupation à savoir est-ce que les besoins vont réellement pouvoir être comblés. Donc, est-ce que vous avez fait une évaluation à savoir il y a combien d'enfants qui ne pourront pas retourner à l'école de façon en présentiel, comme on aime le dire, à la rentrée, et combien d'enseignants vont être affectés donc aux tâches d'enseignement à distance parce qu'ils ne pourront pas, eux non plus, retourner à l'école? Monsieur le ministre. Ma collègue pose de très bonnes questions en amont de la rentrée. Ce sont des questions qu'on s'est posées aussi, puis on a avisé le réseau. On a dit, bien écoutez, vous êtes en train de faire face à la rentrée. Voici les informations que nous voulons que vous compiliez dans les prochaines semaines quand vous aurez les infos. Donc, pour qu'on ait ces infos, il faut d'abord que les employeurs les aient. Les employeurs, ce n'est pas le ministère de l'Éducation du Québec. Hein? Les enseignants ne travaillent pas directement pour le ministère de l'Éducation. Ce sont les centres de services scolaires qui sont les employeurs, qui procèdent aux embauches, qui reçoivent les demandes, je ne veux pas dire de congé, mais de retrait, de travail à la maison pour des gens qui pourraient avoir des vulnérabilités à la COVID. Donc, ça entre au moment où on se parle encore. Il y a des gens qui vont voir le médecin, puis ils se font dire oui ou bien non, ça se qualifie pas pour un retrait. Donc, si ça se fait en ce moment, dans les prochaines semaines, les centres de services auront un portrait juste. J'ai combien d'élèves qui, finalement, sont scolarisés à la maison parce qu'ils sont vulnérables à la COVID? J'ai combien d'enseignants qui travaillent de la maison? Et j'ai combien d'enseignants qui ont pris leur retraite? Donc, tout ça, on va le savoir dans les prochaines semaines à la rentrée. Ce sont des informations liées à la rentrée. Donc, on a bien hâte de les avoir, là, mais on comprend qu'il faut attendre. Merci. Madame. Donc, j'en comprends qu'il va y avoir probablement un battement à la rentrée pour vraiment s'ajuster puis être certain que tous les besoins des élèves soient comblés, là, que ce soit directement en classe ou à distance. Monsieur le ministre. Bien, je pense que le jour 1, on devrait être capable de donner les services aux élèves, là, autant à distance qu'à la rentrée, puisqu'on a fait connaître les balises à la mi-juin, puis avec des précisions la semaine dernière. Les enseignants entrent au plus tôt vendredi de cette semaine. Donc, on est en amont. Les enseignants n'étaient pas encore rentrés au travail quand on a fait connaître toutes les informations. Les cadres scolaires ont commencé à entrer la semaine dernière. Les directions générales sont entrées. Donc, tout le monde revient graduellement en ce moment. Puis, les consignes ne sont pas du tout en retard là, par rapport à l'arrivée, le retour au travail, autant des cadres, des personnels. Tout le monde est informé en amont et tout le monde est capable de s'ajuster. En ce qui concerne le retour au travail,
Vous êtes sans doute au courant, il y a beaucoup de professionnels du milieu de l'éducation, d'enseignants en particulier, qui sont inquiets par rapport aux mesures de sécurité, mesures sanitaires déployées. On peut les comprendre. On insiste beaucoup sur le fait que les enfants sont moins à risque de la COVID, mais ce n'est pas nécessairement le cas pour les adultes. Puis c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment, à part le monde médical, d'autres corps de métier, en fait, où on demande aux gens d'être aussi en contact avec d'autres personnes, même sans parfois matériel de protection comme un masque, parce qu'on sait que les enseignants vont probablement enseigner sans masque devant les étudiants, malgré qu'ils vont garder le 2 mètres, mais c'est clair qu'ils ont besoin, je pense, d'un engagement là, du ministère pour vraiment assurer leur protection. Beaucoup se demandent, autant pour se protéger eux-mêmes que pour protéger les élèves, est-ce qu'il va y avoir d'autres mesures sanitaires que le 2 mètres? Parce que, bon, on pense aux profs spécialisés, aux enseignants au secondaire qui vont changer d'une classe à l'autre, mais également des éducatrices en service de garde qui vont parfois cumuler certaines tâches. Donc, pour ces personnes-là, est-ce qu'il y a quelque chose de plus particulier qui est prévu ou on leur dit juste, bien, gardez le 2 mètres le plus possible? Monsieur le ministre. C'est une bonne question parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent aussi. C'est quoi l'ensemble des mesures? Puis on a tendance à prendre les choses isolément. La mesure qui frappe le plus imaginaire, en fait, c'est le port du masque, du couvre-visage, puis le 2 mètres. On se dit, bien là, couvre-visage, 2 mètres, est-ce que c'est assez? Il y en a d'autres. Hein? Il y a les arrivées différentes, puis il y a l'idée de faire entrer les élèves par plus qu'une porte. Il y a des horaires de récréation différenciés pour qu'il y ait moins de contact entre les élèves des différents groupes. Même chose pour les heures de dîner. Je sais que dans plusieurs écoles primaires, là où il y a assez d'élèves, ils vont faire 2 périodes de dîner, puis ils vont désinfecter, évidemment, nettoyer la salle entre les différents groupes. Il y a le lavage des mains. Il y a évidemment les cellules classe, là, les groupes classes étanches. Il y a le port des visières ou des protections oculaires et des masques pour les gens du préscolaire, qui sont dans une catégorie à part, qui ont un peu les mêmes mesures que ce qu'on retrouve dans nos centres de la petite enfance, en cohérence. Donc, chaque mesure prise isolément, on peut dire que ce n'est pas assez, mais quand on regarde ça au complet, on se rend compte que ça fait le tour. Puis quand on compare avec ce qui se passe dans le reste des provinces canadiennes, on se rend compte que, grosso modo, c'est à peu près pareil. C'est pas identique d'une province à l'autre. Certains vont un peu plus loin à un égard, mais un peu moins loin dans l'autre. Puis certains vont plus loin d'un bord, puis moins de l'autre. Puis si on fait la moyenne, ce qui se passe au Québec, ça ressemble pas mal à ce qui va se passer dans les autres provinces canadiennes. Je pense que c'est rassurant de voir que nos experts de la santé publique en sont arrivés, grosso modo, aux mêmes conclusions que les experts du reste du pays. Je suis d'accord que c'est rassurant en autant que les mesures sont bien suivies. Puis il y a justement une grande préoccupation chez les membres du personnel à savoir est-ce qu'il va y avoir des ressources pour engager, par exemple, ou faire en sorte que les surveillants passent davantage d'heures dans l'école pour s'assurer, dans le fond, du respect des différentes mesures. On peut penser à l'entrée à l'école, aux transitions entre les classes, parce que, bon, les professeurs, justement, je parlais des professeurs spécialisés, les enseignants au secondaire vont devoir changer de local, donc il va y avoir des pauses, parfois peut-être que les élèves ne seront pas nécessairement supervisés, donc je sais qu'il y a de l'inquiétude dans le milieu à ce propos-là, donc est-ce qu'il va y avoir plus de ressources pour des surveillants? Monsieur le ministre. Si c'est nécessaire, je pense que vous faites peut-être plus référence aux écoles secondaires, si vraiment l'aménagement d'une école, parce qu'il faut vraiment y aller école par école, la configuration, les portes. Faut être adapté là, à ce qui se passe sur le terrain. Si vraiment c'est le cas, moi j'invite les centres de services scolaires à documenter l'affaire puis à dire, bien voici, nous là vraiment, pour protéger notre monde, voici ce qu'on doit faire de plus. Puis on a besoin d'un petit budget supplémentaire. On appelle ça des coûts COVID, c'est pas des extravagances, là. Il n'y a rien de luxueux là-dedans. C'est répondre aux besoins des gens en tenant compte de ce qui se passe. Nous, on est ouvert à ça. On ne peut pas y aller à la grandeur partout, mais quand c'est vraiment ancré dans le réel, on est ouvert, puis c'est le message qu'on passe au centre de services scolaires. Puis documenter ce qu'on appelle des coûts COVID comme ça, puis on l'a bien montré cet été. On a distribué plus de 60 millions de dollars pour compenser et financer tout ça. Puis il y a aussi un autre élément qui est rassurant,
C'est ce qu'on a fait ce printemps. Quand même, on a été les seuls au Canada à faire une rentrée à l'extérieur du Grand Montréal dans les écoles primaires. Certains prédisaient que ça allait être terrible, terrible, terrible. C'est à peu près les mêmes qui disaient qu'on ne pouvait pas embaucher des professionnels puis qu'on ne pouvait pas faire 2 récréations par jour au primaire. Puis à la fin de compte, bien, ça a fonctionné et ça nous donne une assurance. Ça donne une assurance à ceux des autres provinces qui nous ont regardés et qui ont dit, bien oui, ça se peut, ça se fait. Donc, il faut diffuser, je pense, les bonnes informations comme on le fait en ce moment. Merci, Madame la députée. Merci. Maintenant, une autre question qui revient souvent chez les enseignants concerne leur traitement salarial dans le cas où ils auraient à s'absenter, à manquer des journées de travail, en fait, parce qu'ils sont atteints de la COVID ou parce qu'ils doivent s'isoler de façon préventive pour une raison qui est hors de leur contrôle, qui a un symptôme ou en attente d'un test de dépistage. Je sais que vous avez publié un question-réponse sur le site Web du gouvernement et selon ce que je lis, malgré que ça soit quand même relativement ambigu, on indique que le traitement salarial habituel serait maintenu. Donc, est-ce que vous pouvez bien confirmer que les enseignants à ce moment-là n'auront pas à piger dans leur banque de congés de maladie le cas échéant? Monsieur le ministre. Juste pour être certain, parce que c'est une question importante de relations de travail, puis je ne suis pas un expert en la matière, pour être certain, si vous me donnez quelques minutes, je vais valider pour être certain qu'un enseignant, soit s'il y a un diagnostic positif, ou si, je ne sais pas trop, il y a des symptômes qui font qu'il doit se retirer, est-ce qu'il pige dans ses journées de maladie ou pas? Donnez-moi juste quelques minutes pour avoir la bonne réponse. Ça vaudrait aussi si l'enfant d'un enseignant avait, par exemple, été diagnostiqué avec la COVID. Oui, monsieur le ministre. Bien, je n'ai pas l'information tout de suite. J'attends qu'on Donc, la on laisse en transmette suspens pour le être temps que certain. les gens cherchent l'info puis qu'ils vous reviennent et on va continuer avec la députée sur une autre question. OK. Madame la députée. Parfait, merci. En ce qui concerne les élèves à besoins particuliers, il y a des parents qui ont communiqué avec moi pour m'informer que leur enfant avait un plan d'intervention médicale qui devait être suivi de façon assez rigoureuse, par exemple dans les cas de diabète. Et dans l'éventualité où ces enfants-là retournent à l'école, on m'a informé que souvent, les plans d'intervention médicaux n'étaient pas nécessairement suivis à la lettre. Puis là, donc, il y a des inquiétudes dans le contexte de la COVID. Donc, est-ce que vous pouvez rassurer ces parents-là que vous envoyez le message que c'est important de bien suivre les plans d'intervention médicaux? Monsieur le ministre. C'est extrêmement important de suivre les plans d'intervention médicaux et autres. C'est même inscrit dans une loi. Le plan d'intervention, ce n'est pas un caprice que l'on fait. La constitution d'un plan d'intervention, c'est balisé par des articles de loi. Puis le respect de ce qu'il y a là-dedans, c'est important. Donc, oui, je me fais plaisir de faire ce rappel-là. Je pense que, je ne dirais pas que ça va être plus facile, mais ça va être plus... ça va être d'autant plus possible de respecter ces plans-là que les investissements qu'on a faits, qu'on a annoncés ce matin, permettent des ajouts de ressources. Donc, on arrive avec 350 ressources à temps plein dans tout le réseau, qui s'ajoutent aux 700 de l'an dernier. Donc, en 2 ans, 1000 personnes à temps plein de plus dans le réseau. On arrive avec aussi un investissement ponctuel d'une 20aine de millions qui va être géré par les équipes écoles. Donc, c'est toutes des choses qui viennent, encore une fois, je ne dirais pas faciliter, mais rendre encore plus possible le respect des plans d'intervention. Mais le message à passer, c'est que c'est des ententes là, qui sont pratiquement signées là, avec les équipes écoles. On doit respecter les plans d'intervention. C'est très important. Madame la députée. Merci. En ce qui concerne justement les services spécialisés, vous savez comme moi qu'habituellement, les orthophonistes, les psychologues, les TES ont l'habitude de faire des interventions à l'extérieur des classes. Puis il y a certains spécialistes donc, qui s'inquiètent en raison là, du concept de bulle classe qui pourront peut-être plus venir chercher des élèves pour les sortir de la classe. Est-ce que vous pouvez apporter des précisions à ce sujet-là? Est-ce que ce sera toujours permis pour un orthophoniste de venir chercher un élève dans une classe X, de l'amener à son bureau et de le ramener à sa classe? Monsieur le ministre. C'est certain que dans le contexte actuel, ce qui est privilégié, c'est l'intervention dans le groupe classe. De toute façon, ça a fait ses preuves là, ces dernières années que l'expression, c'est-à-dire sortir l'élève, le guérir puis le ramener, là, c'est un peu une boutade qui a été dite par plusieurs professionnels. C'est pas tout le temps la voie privilégiée. Maintenant, ça arrive. Puis je veux
pas question que le ministre se substitue aux professionnels pour dire aux gens quelle est la meilleure décision pour aider les élèves. Mais il faut vivre avec le fait qu'en ce moment, on a des contraintes sanitaires supplémentaires. Donc, si on sort des élèves d'un groupe, bien, il faudra les sortir de ce groupe et faire des plus petits regroupements d'élèves parce qu'on doit respecter les regroupements de groupes classe. Donc, c'est une contrainte de santé publique. On en a beaucoup de contraintes de santé publique, pas juste dans les écoles, dans notre vie, mais on doit le faire parce que c'est important de rassurer les parents. Quand ils envoient à l'école, leur enfant à l'école, il faut qu'ils soient bien rassurés, bien conscients du fait qu'ils envoient dans un endroit où on ne fait pas des compromis sur les balises nationales. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée, il vous reste environ 4 minutes. Il me reste beaucoup de questions, donc elles vont être brèves. J'apprécierais aussi des réponses brèves. Pour les programmes d'adaptation scolaire, on sait qu'il y a beaucoup de formations axées sur l'emploi. Est-ce que les stages vont être maintenus? Les stages pour les gens qui sont en formation professionnelle dans les milieux de travail? Par exemple, des gens avec un trouble du spectre de l'autisme, tous ceux qui font une entrée vers le marché du travail. Bien, écoutez, on le souhaite, mais là, il faut que les milieux de travail acceptent. C'est toujours une entente là, pour que le milieu de travail accepte ces jeunes-là. C'est nécessaire, hein, ça fait partie de la formation, les stages, dans beaucoup de domaines. Donc, il va falloir trouver les mesures sanitaires pour rendre tout ça possible, mais il n'est pas question de retirer les stages là, des programmes de formation. Okay. Il y a beaucoup de parents qui s'inquiètent qu'à l'approche de la saison des rhumes, des grippes, leurs enfants vont devoir manquer plusieurs jours d'école. Puis dans le document questions-réponses rendu disponible par votre ministère, on dit qu'à ce moment-là, l'école ne garantit pas nécessairement un enseignement à distance. Mais il y a des parents qui ont pensé à des solutions. Par exemple, si on pouvait prévoir des visioconférences peut-être en synchrone justement avec la classe de leur enfant, que ça pourrait être possible que l'enfant suive les cours à distance. Est-ce que c'est une solution à laquelle vous avez pensé ou envisagé dans votre équipe? Quand un élève s'absente pour une durée brève, on ne parle pas de fermer l'école ou fermer la classe pour plusieurs semaines, c'est ce qu'on connaît dans le réseau scolaire depuis des années. Ça nous est peut-être tous déjà arrivé des fois de manquer 2, 3, 4 jours d'école parce que, bon, on se sentait vraiment pas bien. On ne met pas en place tout un protocole d'enseignement à distance pour 2, 3, 4 jours. Ça ne serait même pas le même enseignant qui donnerait les cours, ça serait difficile. Donc, c'est l'enseignant qui communique avec la famille, communique avec l'élève, bien, il transmet les devoirs, les lectures pour que le jeune puisse garder le rythme. Maintenant, il y a des possibilités nouvelles avec les outils qu'on a, les tablettes, les ordinateurs. C'est possible qu'il y ait des enseignants qui disent, bien, tiens, branche-toi à telle heure, je donne le cours de maths, branche-toi à telle heure pour le cours d'histoire. Mais rendu là, ça fait partie des outils, dans le coffre à outils des enseignants, ça fait partie de leur autonomie professionnelle. S'entend qu'on ne manque pas 2, 3 semaines d'école. On est dans un cas là, où un élève s'absente pour peu de temps. C'est sûr, mais je pense que dans le contexte qu'on connaît en ce moment, je pense que dès qu'on va avoir ne serait-ce que des symptômes très légers, les enfants seront gardés à la maison, puis avec raison. Donc, ça peut amener peut-être à manquer davantage de journées d'école. Donc, je vous invite à prendre ça en considération. En ce qui concerne maintenant le programme de formation de l'École québécoise, dans votre document, vous indiquez bien là, que l'ensemble du programme et des évaluations régulières devront être respectés selon les dispositions habituelles. Or, vous n'êtes pas sans savoir que le contexte est tout sauf habituel. Donc, il y a beaucoup d'enseignants qui se demandent s'ils vont pouvoir avoir quand même de la latitude et si tout ça pourra être évalué en cours d'année. Monsieur le ministre. Est-ce que les enseignants vont avoir de la latitude si les jeunes font l'école à la maison? J'ai mal compris la question. Pardon, c'est le programme régulier. Donc, selon votre document, vous indiquez que ça doit absolument être suivi selon les dispositions habituelles. Des enseignants qui se demandent, bien, le contexte n'est pas habituel. Donc, est-ce qu'on va pouvoir se concentrer sur les savoirs essentiels, le français, les mathématiques, s'il y a des problématiques ou s'il n'y aura pas de latitude de la part du ministère? Vous avez 10 secondes, Monsieur le ministre. On va donner un coup de main aux enseignants avec un document sur les savoirs essentiels qui résume, surtout pour réviser les acquis de l'année suivante.
l'année passée, pardon. Merci, M. le ministre. J'entends aussi que vous avez pris l'engagement de nous faire parvenir un tableau ventilé sur les investissements du PQI. Vous les envoyez à la commission, évidemment. Ça sera transmis aux membres de la commission. Concernant l'autre volet de la séance précédente, concernant la question de la députée de Marie-Victorin, j'avais entendu dire que peut-être on aurait une réponse d'ici la fin de nos travaux ce soir. Oui, allez-y. Après validation, pour être certain de donner l'information, je nous demanderai jusqu'à lundi, parce qu'on a vraiment des validations à faire dans plusieurs centres de services scolaires. Aucun problème, c'est tout simplement parce que la députée se demandait quand est-ce qu'on aurait l'information. Donc, on comprend que probablement lundi prochain, on l'aura. Vous avez à peu près une semaine pour la transmettre. Je vous demande également de la transmettre à la commission, à l'adresse cce@asnat.qc.ca. Et compte tenu de l'heure, la commission ajourne ses travaux jusqu'à demain à 13h30 où elle poursuivra son mandat. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui.